Peu de pays ont traversé autant de bouleversements, de révolutions et de trahisons que le Burkina Faso. Ce territoire d'Afrique de l'Ouest, autrefois appelé Haute-Volta, a été le théâtre d'une histoire violente, mais aussi d'une résistance farouche, d'un rêve de justice porté par un homme devenu mythe, et d'un peuple qui encore aujourd'hui refuse de plier face à l'oppression. Colonisé, exploité, déchiré par des coups d'État puis livré à la terreur djihadiste, le Burkina Faso semble pris dans une spirale sans fin. Pourtant, à chaque tournant de son histoire, surgit une force populaire qui refuse la résignation. Des royaumes Mossi à l'indépendance, de Thomas Sankara à la rupture récente avec la France, ce pays n'a jamais cessé de se battre pour sa souveraineté, sa dignité et son avenir. Aujourd'hui, nous allons explorer cette trajectoire unique, complexe, douloureuse, mais profondément humaine. Une histoire qui mérite d'être entendue, racontée, transmise. Car comprendre le Burkina Faso, c'est comprendre un combat plus vaste, celui de toute une région contre les chaînes du passé. Et si ce récit vous touche, soutenez ce travail en vous abonnant, en likant cette vidéo et en laissant un commentaire. C'est grâce à vous que ces histoires continuent de vivre. Chapitre 1. Aux origines du peuple Mossi. Bien avant que le mot Burkina Faso n'existe, cette terre était déjà habitée par des peuples fiers, organisés et profondément enracinés dans leurs traditions. Parmi eux, les Mossi se sont imposés comme un des groupes les plus puissants et influents de toute Afrique de l'Ouest. Leur histoire remonte au XVe siècle, lorsque la princesse Yenenga, figure légendaire du royaume du Ghana, donna naissance à une dynastie qui allait régner sur ces terres pendant des siècles. Les royaumes Mossi, comme Ouagadougou ou Tenkodogo, étaient structurés autour d'une monarchie forte, d'un conseil de sages et de traditions bien établis. Ils résistaient farouchement aux attaques venues de l'extérieur, qu'elles viennent des empires voisins ou des tentatives d'expansion islamique venues du nord. Leur courage et leur indépendance étaient respectés et même redoutés. Ces royaumes ne possédèrent peut-être pas les armes modernes, ni les écrits des puissances européennes, mais ils avaient une chose que beaucoup sous-estimaient: une profonde cohésion sociale, un sens aigu de l'honneur et une organisation qui faisait leur force. Pendant des siècles, ils ont tenu tête à tous ceux qui voulaient les dominer. Mais à la fin du XIXe siècle, une nouvelle menace plus brutale et mieux équipée allait bouleverser cet équilibre ancestral, la France coloniale. Chapitre 2. La conquête coloniale française. À la fin du XIXe siècle, les grandes puissances européennes se sont lancées dans ce qu'on a appelé la ruée vers l'Est-Afrique. La France, en quête de territoires à contrôler pour étendre son empire, posa les yeux sur cette région stratégique d'Afrique de l'Ouest. Les royaumes Mossi, qui avaient jusque-là résisté à toutes les tentatives d'invasion, allaient être confrontés à une nouvelle forme de domination, la colonisation européenne. En 1896, après plusieurs expéditions militaires, l'armée française réussit à prendre Ouagadougou. Le roi Nahaba Wobgo fut capturé puis exilé. Ce fut le début de la fin pour les royaumes indépendants. La Haute-Volta, comme la nomma la France, fut intégrée de force à l'Afrique occidentale française. Les coutumes furent écrasées, les langues marginalisées et les populations soumises à l'impôt, au travail forcé et à une administration coloniale brutale. Le territoire devint une source de main-d'œuvre bon marché. Des milliers de jeunes hommes furent envoyés travailler dans les plantations de la côte d'Ivoire ou enrôlés de force comme tirailleurs dans les guerres françaises. Derrière les promesses d'éducation et de civilisation se cachait une exploitation systématique des ressources et des corps. Et pourtant, malgré l'oppression, des foyers de résistance silencieuse naissaient. La mémoire des anciens rois vivait encore dans les villages, et la volonté un jour reprendre le contrôle de leur destin restait intacte dans le cœur du peuple. Chapitre 3. L'entre-deux-guerres et la montée des consciences. Après l'installation du régime colonial, la Haute-Volta connut des transformations profondes. Dans les années 1920, l'administration française réorganisa le territoire, déplaçant les frontières au gré de ses intérêts économiques. En 1932, la Haute-Volta fut même supprimée, et ses régions réparties entre le Soudan français, actuel Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. Ce démantèlement visait à mieux contrôler les ressources humaines et naturelles,
notamment pour alimenter le développement des colonies voisines. Mais cette décision, loin d'effacer l'identité voltaïque, renforça au contraire la conscience d'un peuple dépossédé de son nom, de ses terres et de sa souveraineté. Pendant cette période, de plus en plus de Burkinabés furent envoyés comme ouvriers ou soldats. Certains rentrèrent chez eux avec des idées nouvelles, droit, liberté, autodétermination. Les graines du nationalisme prenaient doucement racine. La Seconde Guerre mondiale allait accentuer ce phénomène. Des milliers d'hommes du pays combattirent pour la France, dans l'espoir d'une reconnaissance ou d'une libération après la guerre. À leur retour, beaucoup furent déçus. La domination coloniale continuait comme avant, mais leur esprit, lui, avait changé. Ils savèrent désormais que l'Europe n'était pas invincible, que la liberté pouvait se réclamer avec force, que l'histoire pouvait basculer. C'est à cette époque que commencèrent à émerger les premières figures politiques locales, prêtes à remettre en cause l'ordre établi. La Haute-Volta renaîtra officiellement en 1947, mais l'idée de l'indépendance, était plus un rêve lointain. Elle devenait une exigence. Chapitre 4, l'indépendance et ses désillusions. Le 5 août 1960, le drapeau de la Haute-Volta est abaissé pour la dernière fois et celui du Burkina Faso n'existe pas encore. C'est, bien la jeune République de Haute-Volta qui naît sous les acclamations d'un peuple empli de joie et de fierté. Dans les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, on chante la liberté retrouvée. Après un siècle d'occupation, les voltaïques osent enfin croire en un avenir écrit par eux-mêmes. Modibo Keïta envoie des discours enflammés, promettant éducation pour tous, hôpitaux modernes, routes asphaltées et solidarité nationale. Pourtant, derrière ces promesses brillantes, la réalité s'impose vite. Les caisses de la République sont presque vides. Les infrastructures coloniales se révèlent dérisoires face à l'immensité des besoins. Enseignants et médecins manquent cruellement. Les champs épuisés par les années d'exploitation peinent à nourrir la population. La dette envers Paris et les autres bailleurs de fonds devient un poids oppressant. Plutôt que de bâtir un pays nouveau, les dirigeants sont absorbés par les tractations politiques pour accéder aux postes de pouvoir. En quelques années, les idéaux de solidarité s'étiolent. Rivalité ethnique, clientélisme et corruption s'invitent aux échelons de l'État. Les couloirs de la présidence bruissent de rumeurs de détournement et de favoritisme. Beaucoup d'anciens combattants coloniaux, revenus gavés d'espoir, voient leur rêve national piétiné par une élite qui reproduit, dans les faits, les mêmes travers de domination que les colons. Le peuple, lui, se sent trahi. L'indépendance, qui devait être une libération, devient synonyme de désillusion. Cette désillusion culminera en 1966 avec le premier coup d'État. Le général Sangoulé Lamizana renverse le gouvernement civil, invoquant l'incapacité des dirigeants à répondre aux attentes. À partir de cet instant, la Haute-Volta entre dans une longue ère de régime militaire, où chaque espoir de démocratie se heurte à la réalité des armes et des alliances d'appareil. L'indépendance offerte comme un nouveau départ révèle son autre visage, celui d'une responsabilité immense, parfois insoutenable, pour un pays encore fragile. Chapitre 5. L'ère des coups d'État, instabilité et pouvoir militaire. Dans les années qui suivent l'indépendance, le Burkina Faso, encore appelé Haute-Volta, entre dans un cycle quasi permanent de coups d'État et de régimes militaires. En janvier 1966, c'est le général Sangoulé Lamizana qui inaugure cette ère, prenant le pouvoir après avoir dénoncé, l'incapacité du gouvernement civil à gérer la crise économique et sociale. Au début, il bénéficie d'un soutien populaire. Beaucoup espèrent qu'un homme fort saura remettre de l'ordre dans un pays désorienté. Mais très vite, la désillusion s'installe. Si Lamizana tente de moderniser l'État et d'apaiser les tensions internes, son autoritarisme et les divisions au sein de l'armée affaiblissent sa légitimité. Le pays devient une scène politique instable, rythmée par les complots, les promesses non tenues et les règlements de comptes internes. En 1980, un nouveau coup d'État met fin au régime de Lamizana et le colonel Saïé Zerbo prend le pouvoir. Mais lui aussi tombera 2 ans plus tard, remplacé par le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Chaque dirigeant militaire promet le renouveau, la stabilité, la justice sociale. Et chaque fois,
La population constate que les priorités semblent rester les mêmes. Conserver le pouvoir à tout prix, protéger les privilèges, réprimer les voix dissidentes. Entre 1966 et 1983, le pays vit sous une succession d'hommes en uniforme, dans un climat de méfiance et de peur. Les partis politiques sont interdits, les syndicats muselés, la presse contrôlée. Et pendant ce temps, les problèmes fondamentaux du peuple restent inchangés. Pauvreté chronique, chômage massif, infrastructures en ruine, éducation et santé en panne. Pour beaucoup de Burkinabés, ces années marquent un recul démocratique, une confiscation de la souveraineté populaire par une élite militaire incapable de répondre aux aspirations profondes du peuple. Mais dans cette période sombre, une nouvelle figure émerge, encore méconnue mais porteuse d'un vent de révolte et d'espoir. Un jeune capitaine au regard perçant, admiré pour son intégrité et sa proximité avec les plus démunis, commence à attirer l'attention, et bientôt, il bouleversera à jamais l'histoire du pays. Chapitre 6. L'arrivée de Thomas Sankara. Espoir, révolution et rupture. Le Burkina Faso, encore Haute-Volta à ce moment-là, est sur le point de connaître, un des tournants les plus profonds de son histoire. Le 4 août, un groupe de jeunes officiers renverse le gouvernement en place et propulse au pouvoir un homme au charisme fulgurant, à la parole tranchante et aux idées radicales, le capitaine Thomas Sankara. Dès son arrivée, Sankara ne se contente pas de gouverner. Il révolutionne. Il commence par rebaptiser le pays, abandonnant le nom colonial de Haute-Volta pour adopter celui de Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. Ce n'est pas un simple symbole, c'est une déclaration d'intention. Sankara veut rendre au peuple sa dignité, son autonomie, sa fierté. Il s'attaque immédiatement aux privilèges de la classe dirigeante, réduit drastiquement les salaires des ministres, vend les voitures de luxe de l'État et oblige les fonctionnaires à se rendre au travail à vélo. Il donne l'exemple, vivant comme un citoyen ordinaire. Mais surtout, sa révolution est sociale. Il lance des campagnes massives de vaccination, érige des écoles et des centres de santé dans les zones les plus oubliées, et mène des projets de reforestation à grande échelle pour lutter contre la désertification. Il appelle les femmes à se lever, à participer à la transformation du pays, à refuser les mariages forcés et les violences domestiques. Sous Sankara, l'émancipation des femmes devient une cause nationale. À l'international, il refuse l'assistanat et le néocolonialisme. Il rejette les diktats des grandes puissances, critique ouvertement les institutions financières comme le FMI et la Banque mondiale, et appelle les pays africains à refuser collectivement le paiement de la dette. Ces discours puissants et sans concession résonnent dans toute l'Afrique, et même au-delà. Il devient une figure révolutionnaire admirée, mais aussi un homme dangereux aux yeux des intérêts établis. Thomas Sankara incarne une rupture, un souffle nouveau, un espoir presque naïf, mais profondément sincère. En 4 ans, il bouscule tout. Il dérange, il inspire, il inquiète. Mais surtout, il rallume chez les Burkinabés une flamme trop longtemps éteinte, celle de croire en eux-mêmes. Chapitre 7. L'assassinat de Thomas Sankara, la fin d'un rêve africain. Le 15 octobre 1987 marque un jour sombre, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. En l'espace de quelques minutes, les balles tirées au Conseil de l'Entente mettent fin à la vie de Thomas Sankara, l'un des leaders les plus emblématiques, audacieux et intègres que le continent ait connu. Ce n'est pas seulement un président qui tombe ce jour-là, c'est une idée, une révolution, un espoir, un avenir différent. Ce coup d'État sanglant, orchestré par des hommes de son entourage immédiat, choquera le pays. À la tête de ce renversement, Blaise Compaoré, son ancien frère d'armes, son compagnon de révolution, devenu soudainement son tombeur. Officiellement, Compaoré parle de rectification de la révolution. Officieusement, tout le monde comprend qu'il s'agit d'une trahison. Sankara est rapidement enterré dans une tombe anonyme, son nom effacé des discours officiels, ses idées marginalisées, son héritage tenté d'être effacé. Mais malgré la répression, la mémoire du capitaine révolutionnaire ne disparaît pas. Au contraire, elle s'amplifie. Dans les rues, dans les écoles, dans les cœurs des Burkinabés, Sankara devient une légende, le symbole d'un avenir possible, brisé par des intérêts plus puissants que la volonté populaire. Avec la mort de Sankara, une nouvelle ère commence,
celle d'un pouvoir plus docile vis-à-vis des puissances étrangères, celle d'une politique moins audacieuse, plus conventionnelle. Mais la blessure reste ouverte, et le peuple, même silencieux pendant un temps, n'oubliera jamais. Ce chapitre tragique marque une rupture violente dans l'histoire du Burkina Faso. Il soulève une question obsédante. Pourquoi les grandes figures africaines qui osent défier l'ordre mondial, prôner l'indépendance réelle et rêver d'un peuple debout, finissent-elles toujours par tomber sous les balles? La réponse est complexe. Mais une chose est sûre, l'assassinat de Sankara n'a pas tué ses idées. Au contraire, il les a rendues immortelles. Chapitre 8. L'ère Blaise. Compaoré, entre stabilité, corruption et colère populaire. Après l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré prend le pouvoir et instaure un régime qui durera 27 longues années, de 1987 à 2014. Pour beaucoup, c'est une période de stabilité apparente, mais à quel prix? Dès le début de son mandat, Compaoré efforce de réécrire l'histoire. Il parle de rectification de la révolution, tente d'effacer les traces du passé sankariste et s'aligne sur les grandes puissances étrangères, notamment la France et les États-Unis. Sous son règne, le Burkina Faso connaît des avancées économiques modestes, mais le développement reste inégal. Les élites s'enrichissent, pendant que la majorité du peuple continue de vivre dans la pauvreté. La démocratie, elle, est plus une façade qu'une réalité. Les élections sont régulièrement entachées de soupçons de fraude, les opposants muselés et les médias sous surveillance. Les libertés publiques sont limitées et toute tentative de contestation est sévèrement réprimée. Mais Compaoré n'est pas seulement un homme politique, il devient aussi un médiateur régional, intervenant dans plusieurs conflits en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et au Mali. Cela renforce son image à l'international, mais sur le plan national, la colère gronde. Les Burkinabés commencent à voir le contraste entre la diplomatie brillante de leur président et leur quotidien difficile. Le point de rupture arrive en 2014. Blaise Compaoré tente de modifier la Constitution pour briguer un 5e mandat. C'est l'étincelle. Le peuple descend massivement dans les rues, dans ce que l'on appellera, insurrection populaire dès octobre 2014. Les manifestations deviennent un véritable soulèvement national. Le Parlement est incendié. La capitale est en ébullition. Face à la pression, Compaoré est contraint de fuir le pays précipitamment, mettant fin à près de 3 décennies de règne. Ce chapitre est une démonstration de la résistance populaire, de la capacité d'un peuple à dire non à l'injustice, même après des années de silence. Blaise Compaoré, autrefois tout-puissant, devient un fugitif, et le Burkina Faso entre alors dans une nouvelle phase, pleine d'espoir, mais aussi d'incertitude. Chapitre 9. La transition post-Compaoré, entre espoir démocratique et fragilité persistante. Après la fuite de Blaise Compaoré en octobre 2014, le Burkina Faso entre dans une phase critique, la transition politique. Le pays est sans président, sans gouvernement légitime, et les rues de Ouagadougou vibrent encore de la colère et de l'énergie révolutionnaire du peuple. Très vite, une autorité de transition est mise en place, avec Michel Kafando comme président intérimaire et le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida comme Premier ministre. Le but est clair, organiser des élections démocratiques et rétablir la confiance entre les institutions et le peuple. Mais cette période, bien que remplie d'espoir, est également instable et tendue. En septembre 2015, à peine un an après la chute de Compaoré, le régiment de sécurité présidentielle, RSP, une unité d'élite encore fidèle à l'ancien régime, tente un coup d'État. Les putschistes prennent le président Kafando en otage et veulent imposer leur retour au pouvoir. Pourtant, en quelques jours, la mobilisation massive des citoyens, soutenue par l'armée régulière et la communauté internationale, parvient à faire échouer ce coup de force. C'est une victoire du peuple, encore une fois, contre l'oppression militaire. Enfin, en novembre 2015, les premières élections libres depuis des décennies sont organisées. Roch-Marc Christian Kaboré, un ancien proche de Compaoré qui avait rompu avec lui, est élu président démocratiquement. Le peuple croit en un renouveau, en une nouvelle ère de justice, de développement et de stabilité. L'espoir renaît dans les cœurs des Burkinabés, mais les défis sont immenses. Le pays doit se reconstruire politiquement
mais aussi affronter une nouvelle menace grandissante, le terrorisme. Des groupes djihadistes, profitant de la faiblesse de l'État et des frontières poreuses, commencent à frapper le nord du pays, plongeant certaines régions dans la peur et l'insécurité. Ce chapitre marque donc une période charnière. Le Burkina Faso tente de tourner la page d'écrire une nouvelle histoire, fondée sur la volonté populaire, mais il découvre aussi que la liberté, une fois gagnée, doit être défendue chaque jour face à de nouveaux ennemis visibles et invisibles. Chapitre 10. L'escalade terroriste et la rupture avec la France. Le Burkina Faso entre dans une nouvelle phase sombre à partir de 2016. Alors que le pays espérait se reconstruire après la transition démocratique, une crise sécuritaire d'une gravité inédite s'installe. Des groupes armés terroristes, liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, multiplient les attaques contre les civils, les forces de sécurité et les symboles de l'État, notamment dans les régions du Sahel, du Nord et de l'Est. Les villages sont brûlés, les écoles fermées, des milliers de familles fuient leur terre natale. En quelques années, plus de 2 millions de personnes sont déplacées internes, une tragédie humanitaire silencieuse qui bouleverse profondément la société burkinabé. L'armée, mal équipée et sous-formée, peine à contenir cette menace invisible. Les populations commencent à perdre confiance dans l'État et les tensions montent. Face à cette situation chaotique, de nombreuses critiques visent la coopération militaire avec la France, jugée inefficace. Le sentiment anti-français grandit dans les rues, porté par une jeunesse frustrée, des activistes panafricanistes et les réseaux sociaux. La France, historiquement présente à travers l'opération Barkhane, devient le symbole d'une présence étrangère accusée d'ingérence et d'échec. En janvier 2022, un coup d'État militaire mené par le lieutenant-colonel Damiba renverse le président Kaboré, avec la promesse de restaurer la sécurité. Mais l'insécurité continue. Quelques mois plus tard, un second coup d'État renverse Damiba. Le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir, incarnant un espoir nouveau pour certains, un risque pour d'autres. Il affirme une ligne dure, souverainiste, et rompt officiellement la coopération militaire avec la France. Les soldats français quittent le pays. Le Burkina se tourne alors vers d'autres partenaires, comme la Russie. Ce chapitre illustre un tournant décisif de l'histoire contemporaine du Burkina Faso. Une rupture assumée avec ancien colonisateur, une affirmation de souveraineté, mais aussi une instabilité politique chronique et une guerre contre le terrorisme qui continue de saigner le pays. Le peuple burkinabé, encore une fois, se trouve seul face à l'adversité, mais reste debout, déterminé à défendre sa terre, son identité et son avenir. Le Burkina Faso est un pays forgé dans la douleur, mais animé par une force intérieure qui force le respect. De la domination coloniale à l'indépendance difficile, de l'espoir incarné par Sankara à l'instabilité politique chronique, des soulèvements populaires aux crises terroristes récentes, l'histoire du Burkina est celle d'un peuple qui refuse de plier. Chaque chapitre de son passé, aussi tragique ou bouleversant soit-il, témoigne d'un combat permanent pour la dignité, la justice et la souveraineté. Aujourd'hui encore, malgré les blessures ouvertes par la guerre, la pauvreté ou les déplacements massifs de population, le peuple burkinabé continue de résister, avec courage, fierté et une volonté farouche de reprendre en main son destin. Ce récit n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est un miroir tendu à l'Afrique francophone tout entière. Une invitation à réfléchir à l'héritage du colonialisme, à la dépendance post-indépendance, aux nouveaux impérialismes, mais aussi à la capacité des peuples à se relever, à s'unir et à écrire leur propre avenir. Si cette vidéo t'a éclairé, ému ou donné matière à réfléchir, abonne-toi maintenant pour ne rien rater des prochaines histoires puissantes de l'Afrique francophone. Laisse ton like, partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre ce que vit le Burkina et dis-nous en commentaire, quel pays francophone devons-nous explorer ensuite? Le Burkina Faso souffre, mais il ne se rend pas. Il avance, un pas après l'autre, vers sa propre lumière.